Conte du jour et de la nuit par Guy de Maupassant, 1885. La parure. C'était une de ces jolies et charmantes filles, née, comme par une erreur du destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué. Et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée, car les femmes n'ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames. Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses, dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturaient et l'indignaient. La vue de la petite Bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes, capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze, et aux deux grands valets en culottes courtes qui dorment dans les larges fauteuils, assoupis par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait au grand salon, vêtu de soie ancienne, aux meubles fins, portant des bibelots inestimables, et au petit salon coquet, parfumé, fait pour la causerie de 5 heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés dont toutes les femmes envient et désirent l'attention. Quand elle s'asseyait pour dîner, devant la table ronde couverte d'une nappe de 3 jours, en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté « Ah, le bon pot-au-feu! Je ne sais rien de meilleur que cela !» Elle songeait au dîner fin, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges au milieu d'une forêt de féerie. Elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de gélinotte. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien, et elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eût tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu'elle ne voulait plus aller voir, tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers, de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse. Or, un soir, son mari rentra, l'air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe. « Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi. » Elle déchira vivement le papier et en tira une carte qui portait ces mots. Le ministre de l'Instruction publique et madame Georges Ramponneau prient monsieur et madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Au lieu d'être ravie, comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table, murmurant « Que veux-tu que je fasse de cela ?»« Mais ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, c'est une occasion, cela, une belle. J'ai eu une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut. C'est très recherché et on n'en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel. » Elle le regardait d'un œil irrité, et elle déclara avec impatience. « Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ?» Il n'y avait pas songé. Il balbutia. « Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. » Il se tut, stupéfait, éperdu, en voyant que sa femme pleurait. 2 grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche. Il bégaya. « Qu'as-tu ? Qu'as-tu » Mais par un effort violent, elle avait dompté sa peine et elle répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides. « Rien. Seulement je n'ai pas de toilette, et par conséquent je ne peux pas aller à cette fête. Donne ta carte à quelques collègues dont la femme sera mieux nippée que moi. » Il était désolé. Il reprit. « Voyons, Mathilde, combien cela coûterait-il, une toilette convenable, qui pourrait te servir encore en d'autres occasions ?
quelque chose de très simple. Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle pouvait demander sans s'attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis économe. Enfin, elle répondit, en hésitant. « Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs je pourrais arriver. » Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse, l'été suivant, dans la plaine de Nanterre, avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes par là le dimanche. Il dit cependant « Soit, je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. » Le jour de la fête approchait, et madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant. Son mari lui dit un soir « Qu'as-tu ? Voyons, tu es toute drôle depuis 3 jours. » Et elle répondit « Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. » Il reprit « Tu mettras des fleurs naturelles, c'est très chic en cette saison-ci. Pour 10 francs, tu auras 2 ou 3 roses magnifiques. » Elle n'était point convaincue. « Non, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. » Mais son mari s'écria. « Que tu es bête! Va trouver ton amie, madame Forestier, et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez liée avec elle pour faire cela. » Elle poussa un cri de joie. « C'est vrai! Je n'y avais pas pensé. » Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l'apporta, l'ouvrit et dit à madame Loisel. « Choisis, ma chère. » Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, or et pierreries, d'un admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait, ne pouvait se décider à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours « Tu n'as plus rien d'autre ? » « Mais si, cherche, je ne sais pas ce qui peut te plaire. » Tout à coup, elle découvrit, dans une boîte de satin noir, une superbe rivière de diamants. Et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré. Ses mains tremblaient en la prenant. Elle l'attacha autour de sa gorge sur sa robe montante et demeura en extase devant elle-même. Puis elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse. « Peux-tu me prêter cela ? Rien que cela ? » « Mais oui, certainement. » Elle sauta au cou de son amie, l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés, de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. Elle partit vers 4 heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec 3 autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie. Modestes vêtements de la vie ordinaire, dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette du bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir, pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches fourrures. Loisel la retenait. « Attends donc, tu vas attraper froid dehors, je vais appeler un fiacre. » Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture, et ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer au loin. Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s'ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elle. Et il songeait, lui, qu'il lui faudrait être au ministère à 10 heures.
Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppée les épaules, devant la glace, afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui, affolée. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. » Il se dressa, éperdu. « Quoi ? Comment ? Ce n'est pas possible !» Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Ils demandaient « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?»« Oui, je l'ai touchée, dans le vestibule du ministère. »« Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. »« Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro ? » ?»« Non. Et toi, tu ne l'as pas regardé ? » ?»« Non. » Il se contemplait, atterré. Enfin, Loisel se rhabilla. « Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied, pour voir si je ne la retrouverai pas. » Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour, dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre. Loisel revint le soir, avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien découvert. « Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. » Elle écrivit, sous sa dictée. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara « Il faut aviser à remplacer ce bijou. » Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier, dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. « Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. » Alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous deux de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent, dans une boutique du Palais Royal, un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On leur laisserait à 36 000. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant 3 jours, et ils firent condition qu'on le reprendrait pour 34 000 francs, si le premier était retrouvé avant la fin de février. Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissés son père, il emprunterait le reste. Il emprunta, demandant 1 000 francs à l'un, 500 à l'autre, 5 louis par-ci, 3 louis par-là. Il fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir même s'il pourrait y faire honneur, et, épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui allait s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle, en déposant sur le comptoir du marchand 36 000 francs. Quand madame Loisel reporta la parure à madame Forestier, celle-ci lui dit, d'un air froissé: « Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. » Elle n'ouvrit pas l'écrin, ce que redoutait son amie. Si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait-elle pensé ? Qu'aurait-elle dit ? Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse ? Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, d'ailleurs, tout d'un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle paierait. On renvoya la bonne, on changea de logement, on loua sous les toits une mansarde. Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et les fonds de casserole. Elle savonna le linge sale, les chemises et les torchons, qu'elle faisait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue, chaque matin, les ordures, et monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. Et vêtue comme une femme du peuple,
Elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injurié, défendant sou à sou son misérable argent. Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait, le soir, à mettre au net les comptes d'un commerçant, et la nuit, souvent, il faisait de la copie à 5 sous la page. Et cette vie dura 10 ans. Au bout de 10 ans, ils avaient tout restitué, tout, avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres. Mal peignée, avec les jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haut, lavait à grande eau les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait auprès de la fenêtre et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure? Qui sait? Qui sait? Comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler? Oui, certes, et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas? Elle s'approcha. Bonjour, Jeanne. L'autre ne la reconnaissait point, s'étonnant d'être appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise. Elle balbutia. Mais, madame, je ne sais, vous devez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loisel. Son amie poussa un cri. Oh, ma pauvre Mathilde, comme tu es changée. Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je ne t'ai vue, et bien des misères, et cela à cause de toi. De moi? Comment ça? Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du Finistère? Oui, eh bien, je l'ai perdue. Comment? Puisque tu me l'as rapportée? Je t'en ai rapporté une autre, toute pareille, et voilà 10 ans que nous la payons. Tu comprends que ça n'était pas aisé pour nous, qui n'avions rien. Enfin, c'est fini, et je suis rudement contente. Madame Forestier s'était arrêtée. Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne? Oui, tu ne t'en étais pas aperçue, hein? Elles étaient bien pareilles. Et elle souriait, d'une joie orgueilleuse et naïve. Madame Forestier, fort émue, lui prit les 2 mains. Oh, ma pauvre Mathilde! Mais la mienne était fausse! Elle valait au plus 500 francs! Le bonheur. C'était l'heure du thé, avant l'entrée des lampes. La villa dominait la mer. Le soleil disparu avait laissé le ciel tout rose de son passage, frotté de poudre d'or. Et la Méditerranée, sans une ride, sans un frisson, lisse, luisante encore sous le jour mourant, semblait une plaque de métal poli et démesuré. Au loin, sur la droite, les montagnes dentelées dessinaient leurs profils noirs sur la pourpre pâlie du couchant. On parlait de l'amour. On discutait ce vieux sujet. On redisait des choses qu'on avait dites déjà, bien souvent. La mélancolie douce du crépuscule alentissait les paroles, faisait flotter un attendrissement dans les âmes, et ce mot, amour, qui revenait sans cesse, tantôt prononcé par une forte voix d'homme, tantôt dit par une voix de femme au timbre léger, paraissait emplir le petit salon, y voltiger comme un oiseau, y planer comme un esprit. Peut-on aimer plusieurs années de suite? Oui, prétendaient les uns. Non, affirmaient les autres. On distinguait des cas, on établissait des démarcations, on citait des exemples, et tous, hommes et femmes, pleins de souvenirs surgissants et troublants qu'ils ne pouvaient citer et qui leur montaient aux lèvres, semblaient émus, parlaient de cette chose banale et souveraine, l'accord tendre et mystérieux de 2 êtres, avec une émotion profonde et un intérêt ardent. Mais tout à coup, quelqu'un, ayant les yeux fixés au loin, s'écria.
Oh! Voyez là-bas, qu'est-ce que c'est? Sur la mer, au fond de l'horizon, surgissait une masse grise, énorme et confuse. Les femmes s'étaient levées et regardaient sans comprendre cette chose surprenante qu'elles n'avaient jamais vue. Quelqu'un dit: c'est la Corse. On l'aperçoit ainsi 2 ou 3 fois par an dans certaines conditions d'atmosphère exceptionnelles, quand l'air d'une limpidité parfaite ne la cache plus par ces brumes de vapeur d'eau qui voilent toujours les lointains. On distinguait vaguement les crêtes. On crut reconnaître la neige des sommets. Et tout le monde restait surpris, troublé, presque effrayé par cette brusque apparition d'un monde, par ce fantôme sorti de la mer. Peut-être eurent-ils de ces visions étranges, ceux qui partirent, comme colons, à travers les océans inexplorés. Alors un vieux monsieur, qui n'avait pas encore parlé, prononça: Tenez, j'ai connu dans cette île, qui se dresse devant nous, comme pour répondre elle-même à ce que nous disions, et me rappeler un singulier souvenir. J'ai connu un exemple admirable d'un amour constant, d'un amour invraisemblablement heureux. Le voici. Je fis, voilà 5 ans, un voyage en Corse. Cette île sauvage est plus inconnue et plus loin de nous que l'Amérique, bien qu'on la voie quelquefois des côtes de France, comme aujourd'hui. Figurez-vous un monde encore en chaos, une tempête de montagnes que séparent des ravins étroits où roulent des torrents. Pas une plaine, mais d'immenses vagues de granit et de géantes ondulations de terre couvertes de maquis, ou de hautes forêts de châtaigniers et de pins. C'est un sol vierge, inculte, désert, bien que parfois on aperçoive un village, pareil à un tas de rochers au sommet d'un mont. Point de culture, aucune industrie, aucun art. On ne rencontre jamais un morceau de bois travaillé, un bout de pierre sculpté, jamais le souvenir du goût enfantin ou raffiné des ancêtres pour les choses gracieuses et belles. C'est là même ce qui frappe le plus en ce superbe et dur pays, l'indifférence héréditaire pour cette recherche des formes séduisantes qu'on appelle l'art. L'Italie, où chaque palais plein de chefs-d'œuvre est un chef-d'œuvre lui-même, où le marbre, le bois, le bronze, le fer, les métaux et les pierres attestent le génie de l'homme, où les plus petits objets anciens qui traînent dans les vieilles maisons révèlent ce divin souci de la grâce, est pour nous tous la patrie sacrée que l'on aime parce qu'elle nous montre et nous prouve l'effort, la grandeur, la puissance et le triomphe de l'intelligence créatrice. Et en face d'elle, la Corse sauvage est restée telle qu'en ses premiers jours. L'être y vit dans sa maison grossière, indifférent à tout ce qui ne touche point son existence même ou ses querelles de famille. Et il est resté avec les défauts et les qualités des races incultes, violent, haineux, sanguinaire, avec inconscience, mais aussi hospitalier, généreux, dévoué, naïf, ouvrant sa porte aux passants et donnant son amitié fidèle pour la moindre marque de sympathie. Donc, depuis un mois, j'errais à travers cette île magnifique, avec la sensation que j'étais au bout du monde. Point d'auberge, point de cabaret, point de route. On gagne, par des sentiers à mulets, ces hameaux accrochés au flanc des montagnes, qui dominent des abîmes tortueux, d'où l'on entend monter, le soir, le bruit continu, la voix sourde et profonde du torrent. On frappe aux portes des maisons. On demande un abri pour la nuit et de quoi vivre jusqu'au lendemain. Et on s'assoit à l'humble table et on dort sous l'humble toit. Et on serre au matin la main tendue de l'hôte qui vous a conduit jusqu'aux limites du village. Or, un soir, après 10 heures de marche, j'atteignis une petite demeure toute seule au fond d'un étroit vallon qui allait se jeter à la mer une lieue plus loin. Les 2 pentes rapides de la montagne, couvertes de maquis, de rocs éboulés et de grands arbres, enfermaient comme 2 sombres murailles ce ravin lamentablement triste. Autour de la chaumière, quelques vignes, un petit jardin, et plus loin, quelques grands châtaigniers, de quoi vivre enfin, une fortune pour ce pays pauvre. La femme qui me reçut était vieille, sévère et propre par exception. L'homme, assis sur une chaise de paille, se leva pour me saluer, puis se rassit sans dire un mot. Sa compagne me dit: « Excusez-le, il est sourd maintenant. Il a 82 ans. » Elle parlait, le français de France. Je fus surpris. Je lui demandai: « Vous n'êtes pas de Corse ?» Elle répondit: « Non, nous sommes des continentaux.
mais voilà 50 ans que nous habitons ici. » Une sensation d'angoisse et de peur me saisit à la pensée de ces 50 années écoulées dans ce trou sombre, si loin des villes où vivent les hommes. Un vieux berger rentra, et l'on se mit à manger le seul plat du dîner. Une soupe épaisse où avaient cuit ensemble des pommes de terre, du lard et des choux. Lorsque le court repas fut fini, j'allai m'asseoir devant la porte, le cœur serré par la mélancolie du morne paysage, étreint par cette détresse qui prend parfois les voyageurs en certains soirs tristes, en certains lieux désolés. Il semble que tout soit près de finir, l'existence et l'univers. On perçoit brusquement l'affreuse misère de la vie, l'isolement de tous, le néant de tout, et la noire solitude du cœur qui se berce et se trompe lui-même par des rêves, jusqu'à la mort. La vieille femme me rejoignit, et torturée par cette curiosité qui vit toujours au fond des âmes les plus résignées. « Alors, vous venez de France ?» dit-elle. « Oui, je voyage pour mon plaisir. »« Vous êtes de Paris peut-être ?»« Non, je suis de Nancy. » Il me sembla qu'une émotion extraordinaire l'agitait. Comment ai-je vu, ou plutôt senti cela ? Je n'en sais rien. Elle répéta d'une voix lente. « Vous êtes de Nancy ?» L'homme parut dans la porte, impassible comme sont les sourds. Elle reprit. « Ça ne fait rien, il n'entend pas. » Puis, au bout de quelques secondes, « Alors, vous connaissez du monde, à Nancy ?»« Mais oui, presque tout le monde. »« La famille de Sainte-Alaise ?»« Oui, très bien, c'était des amis de mon père. »« Comment vous appelez-vous » Je dis mon nom. Elle me regarda fixement, puis prononça de cette voix basse qu'éveille les souvenirs. « Oui, oui, je me rappelle bien. Et les Brisemar, qu'est-ce qu'ils sont devenus ?»« Tous sont morts. »« Ah ! Et les Sirmont, vous les connaissiez ?»« Oui, le dernier est général. » Alors elle dit, frémissante d'émotion, d'angoisse, de je ne sais quel sentiment confus, puissant et sacré, de je ne sais quel besoin d'avouer, de dire tout, de parler de ces choses qu'elle avait tenues jusque-là enfermées au fond de son cœur, et de ces gens dont les noms bouleversaient son âme. « Oui, Henri de Sirmont, je le sais bien, c'est mon frère. » Et je levai les yeux vers elle, effarée de surprise, et tout d'un coup, le souvenir me revint. Cela avait fait, jadis, un gros scandale dans la noble Lorraine. Une jeune femme, belle et riche, Suzanne de Sirmont, avait été enlevée par un sous-officier de hussards du régiment que commandait son père. C'était un beau garçon, fils de paysan, mais portant bien le dolman bleu, ce soldat qui avait séduit la fille de son colonel. Elle l'avait vu, remarqué, aimé, en regardant défiler les escadrons sans doute. Mais comment lui avait-elle parlé ? Comment avait-il pu se voir, s'entendre ? Comment avait-elle osé lui faire comprendre qu'elle l'aimait ? Cela, on ne le sut jamais. On n'avait rien deviné, rien pressenti. Un soir, comme le soldat venait de finir son temps, il disparut avec elle. On les chercha, on ne les retrouva pas. On n'en eut jamais de nouvelles, et on la considérait comme morte. Et je la retrouvais ainsi, dans ce sinistre vallon. Alors je repris à mon tour. « Oui, je me rappelle bien. Vous êtes mademoiselle Suzanne. » Elle fit oui de la tête, des larmes tombaient de ses yeux. Alors, me montrant d'un regard le vieillard immobile sur le seuil de sa masure, elle me dit « C'est lui. » Et je compris qu'elle l'aimait toujours, qu'elle le voyait encore avec ses yeux séduits. Je demandai « Avez-vous été heureuse, au moins ?» Elle répondit, avec une voix qui venait du cœur. « Ah oui, très heureuse. Il m'a rendue très heureuse. Je n'ai jamais rien regretté. » Je la contemplais, triste, surpris, émerveillé par la puissance de l'amour. Cette fille riche avait suivi cet homme, ce paysan. Elle était devenue elle-même une paysanne. Elle s'était faite à sa vie sans charme, sans luxe, sans délicatesse d'aucune sorte. Elle s'était pliée à ses habitudes simples. Et elle l'aimait encore.
Elle était devenue une femme de rustre, en bonnet, en jupe de toile. Elle mangeait dans un plat de terre sur une table de bois, assise sur une chaise de paille, une bouillie de choux et de pommes de terre au lard. Elle couchait sur une paillasse à son côté. Elle n'avait jamais pensé à rien qu'à lui. Elle n'avait regretté ni les parures, ni les étoffes, ni les élégances, ni la mollesse des sièges, ni la tiédeur parfumée des chambres enveloppées de tentures, ni la douceur des duvets où plongent les corps pour le repos. Elle n'avait eu jamais besoin que de lui. Pourvu qu'il fût là, elle ne désirait rien. Elle avait abandonné la vie, toute jeune, et le monde, et ceux qui l'avaient élevée, aimée. Elle était venue, seule avec lui, et en ce sauvage ravin. Et il avait été tout pour elle, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on attend sans cesse, tout ce qu'on espère sans fin. Il avait empli de bonheur son existence d'un bout à l'autre. Elle n'aurait pas pu être plus heureuse. Et toute la nuit, en écoutant le souffle rauque du vieux soldat étendu sur son grabat, à côté de celle qu'il avait suivie si loin, je pensais à cette étrange et simple aventure, à ce bonheur si complet, fait de si peu. Et je partis au soleil levant, après avoir serré la main des deux vieux époux. Le conteur se tut. Une femme dit « C'est égal. Elle avait un idéal trop facile, des besoins trop primitifs et des exigences trop simples. Ce ne pouvait être qu'une sotte. » Un autre prononça d'une voix lente « Qu'importe, elle fut heureuse. » Et là-bas, au fond de l'horizon, la Corse s'enfonçait dans la nuit, rentrait lentement dans la mer, effaçait sa grande ombre apparue, comme pour raconter elle-même l'histoire des deux humbles amants qu'abritait son rivage. Le vieux. Un tiède soleil d'automne tombait dans la cour de ferme, par-dessus des grands hêtres des fossés. Sous le gazon tondu par les vaches, la terre, imprégnée de pluie récente, était moite, enfonçait sous les pieds avec un bruit d'eau, et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fruits d'un vert pâle dans le vert foncé de l'herbage. 4 jeunes génisses paissaient, attachées en ligne, et meuglaient par moments vers la maison. Les volailles mettaient un mouvement coloré sur le fumier, devant les tables, et grattaient, remuaient, caquetaient, tandis que les 2 coqs chantaient sans cesse, cherchaient des vers pour leurs poules, qu'ils appelaient d'un gloussement vif. La barrière de bois s'ouvrit. Un homme entra, âgé de 40 ans peut-être, mais qui semblait vieux de 60, ridé, tortu, marchant à grands pas lents, alourdi par le poids de lourds sabots pleins de paille. Ses bras trop longs pendaient des 2 côtés du corps. Quand il approcha de la ferme, un roquet jaune, attaché au pied d'un énorme poirier, à côté d'un baril qui lui servait de niche, remua la queue, puis se mit à japper en signe de joie. L'homme cria « À bas, Finot !» et le chien se tut. Une paysanne sortit de la maison. Son corps osseux, large et plat, se dessinait sous un caraco de laine qui serrait la taille. Une jupe grise, trop courte, tombait jusqu'à la moitié des jambes, cachées en des bas bleus, et elle portait aussi des sabots pleins de paille. Un bonnet blanc devenu jaune couvrait quelques cheveux collés au crâne, et sa figure brune, maigre, laide, édentée, montrait cette physionomie sauvage et brute qu'ont souvent les faces des paysans. L'homme demanda « Comment qui va ?» La femme répondit « Monsieur le curé dit que c'est la faim, qui ne passera point la nuit. » Ils entrèrent tous deux dans la maison. Après avoir traversé la cuisine, ils pénétrèrent dans la chambre, basse, noire, à peine éclairée par un carreau, devant lequel tombait une loque d'indienne normande. Les grosses poutres du plafond, brunies par le temps, noires et enfumées, traversaient la pièce de part en part, portant le mince plancher du grenier, où couraient, jour et nuit, des troupeaux de rats. Le sol de terre, bossué, humide, semblait gras, et dans le fond de l'appartement, le lit faisait une tache vaguement blanche. Un bruit régulier, rauque, une respiration dure, râlante, sifflante, avec un gargouillement d'eau comme celui que fait une pompe brisée, partait de la couche enténébrée où agonisait un vieillard, le père de la paysanne.
L'homme et la femme s'approchaient et regardèrent le moribond de leur œil placide et résigné. Le gendre dit « Cette fois, c'est fini. Il n'ira pas seulement à la nuit. » La fermière reprit « C'est depuis midi qu'il gargote comme ça. » Puis ils se turent. Le père avait les yeux fermés, le visage couleur de terre, si sec qu'il semblait en bois. Sa bouche entr'ouverte laissait passer son souffle clapotant et dur, et le drap de toile grise se soulevait sur la poitrine à chaque aspiration. Le gendre, après un long silence, prononça « Y a qu'à le quitter finir, j'y pouvons rien. Tout de même, c'est dérangeant pour les cossards, vu le temps qu'est bon, qu'il faut repiquer demain. » Sa femme parut inquiète à cette pensée. Elle réfléchit quelques instants, puis déclara « Puisqu'il va passer, on ne l'enterrera pas avant samedi. T'auras bain de main pour les cossards. » Le paysan méditait. Il dit « Oui, mais demain qu'il faudra qu'un vide pour l'immunation, que je n'ai bain pour 5 ou 6 heures, à aller de Tourville à Manteau, chez tout le monde. » La femme, après avoir médité 2 ou 3 minutes, prononça. « Il n'est seulement point 3 heures que tu pourrais commencer la tournée à nuit et faire tout le côté de Tourville. Tu peux bien dire qu'il a passé, puisqu'il n'en a pas quasiment pour la relever. » L'homme demeura quelques instants perplexe, pesant les conséquences et les avantages de l'idée. Enfin, il déclara. « Tout de même, j'y vas. » Il allait sortir. Il revint, et après une hésitation, « Puisque t'as point d'ouvrage, loge des pommes à cuire, et puis tu feras 4 douzaines de douillons pour ceux qui viendront à l'immunation, vu qu'il faudra se réconforter. T'allumeras le four avec la bourrée qui est sous l'hangar, au pressoir, elle est sec. » Et il sortit de la chambre, rentra dans la cuisine, ouvrit le buffet, prit un pain de 6 livres, en coupa soigneusement une tranche, recueillit dans le creux de sa main les miettes tombées sur la tablette, et se les jeta dans la bouche pour ne rien perdre. Puis il enleva avec la pointe de son couteau un peu de beurre salé au fond d'un pot de terre brune, l'étendit sur son pain, qu'il se mit à manger lentement, comme il faisait tout. Et il retraversa la cour, apaisa le chien, qui se remettait à japper, sortit sur le chemin qui logeait son fossé et s'éloigna dans la direction de Tourville. Restée seule, la femme se mit à la besogne. Elle découvrit la huche à la farine et prépara la pâte aux douillons. Elle la pétrissait longuement, la tournant et la retournant, la maniant, l'écrasant, la broyant. Puis elle en fit une grosse boule d'un blanc jaune qu'elle laissa sur le coin de la table. Alors elle alla chercher les pommes, et pour ne point blesser l'arbre avec la gaule, elle grimpa dedans au moyen d'un escabeau. Elle choisissait les fruits avec soin, pour ne prendre que les plus mûrs, et les entassait dans son tablier. Une voix l'appela du chemin. « Ohé, madame Chicot !» Elle se retourna. C'était un voisin, maître Osim Favet, le maire, qui s'en allait fumer ses terres, assis, les jambes pendantes, sur le tombereau d'engrais. Elle se retourna et répondit. « Qui est pour votre service, maître Osim ?»« Elle paie, ou qui n'en est ?» Elle cria. « Il est quasiment passé. C'est samedi l'immunation, à 7 heures, vu les cossards qui pressent. » Le voisin répliqua. « Entendu. Bonne chance. Portez-vous bien. » Elle répondit à sa politesse. « Merci. Et vous de même. » Puis elle se remit à cueillir ses pommes. Aussitôt qu'elle fut rentrée, elle alla voir son père, s'attendant à le trouver mort. Mais dès la porte, elle distingua son râle bruyant et monotone, et jugeant inutile d'approcher du lit pour ne point perdre de temps, elle commença à préparer les douillons. Elle enveloppait les fruits, un à un, dans une mince feuille de pâte, puis les alignait au bord de la table. Quand elle eut fait 48 boules, rangées par douzaines l'une devant l'autre, elle pensa à préparer le souper, et elle accrocha sur le feu sa marmite pour faire cuire les pommes de terre. Car elle avait réfléchi qu'il était inutile d'allumer le four ce jour-là même, ayant encore le lendemain tout entier pour terminer les préparatifs. Son homme rentra vers 5 heures. Dès qu'il eut franchi le seuil, il demanda « C'est-il fini ?» Elle répondit « Point encore. Ça gargouille toujours. » Ils allèrent voir. Le vieux était absolument dans le même état. Son souffle rauque, régulier comme un mouvement d'horloge, ne s'était ni accéléré ni ralenti. Il revenait de seconde en seconde, variant un peu de ton.
suivant que l'air entrait ou sortait de la poitrine. Son gendre le regarda, puis il dit « Il finira sans qu'on y pense, comme une chandelle. » Ils rentrèrent dans la cuisine et sans parler se mirent à souper. Quand ils eurent avalé la soupe, ils mangèrent encore une tartine de beurre, puis aussitôt les assiettes lavées, rentrèrent dans la chambre de l'agonisant. La femme, tenant une petite lampe à mèche fumeuse, la promena devant le visage de son père. S'il n'avait pas respiré, on l'aurait cru mort, assurément. Le lit des deux paysans était caché à l'autre bout de la chambre, dans une espèce d'enfoncement. Ils se couchèrent, sans dire un mot, éteignirent la lumière, fermèrent les yeux. Et bientôt, deux ronflements inégaux, l'un plus profond, l'autre plus aigu, accompagnèrent le râle ininterrompu du mourant. Les rats couraient dans le grenier. Le mari s'éveilla, dès les premières pâleurs du jour. Son beau-père vivait encore. Il secoua sa femme, inquiet de cette résistance du vieux. « Dis donc, Fémie, il ne veut point finir. Qu'est-ce que tu ferais, té ?» Il la savait de bon conseil. « Il ne passera point le jour, pour sûr. Il n'y a point à craindre. Pour lors que le maire n'opposera pas qu'on l'enterre tout de même demain, vu qu'on l'a fait pour maître Reynard le P, qu'à trépasser juste aux semences. » Il fut convaincu par l'évidence du raisonnement, et il partit au champ. Sa femme fit cuire les douillons, puis accomplit toutes les besognes de la ferme. À midi, le vieux n'était point mort. Les gens de journée loués pour le repiquage des cossards vinrent en groupe considérer l'ancien qui tardait à s'en aller. Chacun dit son mot, puis ils repartirent dans les terres. À 6 heures, quand on rentra, le père respirait encore. Son gendre à la fin s'effraya. « Qu'est-ce que tu ferais à cette heure, t'es Fémie ?» Elle ne savait pas non plus. Elle ne savait non plus que résoudre. On alla trouver le maire, il promit qu'il fermerait les yeux et autoriserait l'enterrement le lendemain. L'officier de santé, qu'on alla voir, s'engagea aussi, pour obliger maître Chicot à antidater le certificat de décès. L'homme et la femme rentrèrent tranquilles. Ils se couchèrent et s'endormirent, comme la veille, mêlant leur souffle sonore au souffle plus faible du vieux. Quand ils s'éveillèrent, il n'était point mort. Alors ils furent atterrés. Ils restaient debout, au chevet du père, le considérant avec méfiance, comme s'il avait voulu leur jouer un vilain tour, les tromper, les contrarier par plaisir, et ils lui en voulaient surtout du temps qu'il leur faisait perdre. Le gendre demanda « Qu'est-ce que j'allons faire ?» Elle n'en savait rien. Elle répondit « C'est y contrariant tout de même !» On ne pouvait maintenant prévenir tous les invités, qui allaient arriver sur l'heure. On résolut de les attendre pour leur expliquer la chose. Vers 7h moins 10, les premiers apparurent. Les femmes en noir, la tête couverte d'un grand voile, s'en venaient d'un air triste. Les hommes, gênés dans leurs vestes de drap, s'avançaient plus délibérément, deux par deux, en devisant des affaires. Maître Chicot et sa femme, effarés, les reçurent en se désolant. Et tous deux, tout à coup, au même moment, en abordant le premier groupe, se mirent à pleurer. Ils expliquaient l'aventure, contaient leur embarras, offraient des chaises, se remuaient, s'excusaient, voulaient prouver que tout le monde aurait fait comme eux, parlaient sans fin, devenus brusquement bavards à ne laisser personne leur répondre. Ils allaient de l'un à l'autre. « Je l'aurions point cru, c'est point croyable qu'il aurait duré comme ça. » Les invités, interdits, un peu déçus, comme des gens qui manquent une cérémonie attendue, ne savaient que faire, demeuraient assis ou debout. Quelques-uns voulurent s'en aller. Maître Chicot les retint. « J'allons casser une croûte tout de même. J'avions fait des douillons. Faut bien en profiter. » Les visages s'éclairèrent à cette pensée. On se mit à causer à voix basse. La cour peu à peu s'emplissait. Les premiers venus disaient la nouvelle aux nouveaux arrivants. On chuchotait, l'idée des douillons égayant tout le monde. Les femmes entraient pour regarder le mourant. Elles se signaient auprès du lit, balbutiaient une prière, ressortaient. Les hommes, moins avides de ce spectacle, jetaient un seul coup d'œil de la fenêtre qu'on avait ouverte. Madame Chicot expliquait l'agonie. « V'là 2 jours qui est comme ça, ni plus ni moins, ni plus haut ni plus bas. Dirait-on point une pompe capudio ?» Quand tout le monde eut vu l'agonisant, on pensa à la collation. Mais comme on était trop nombreux pour tenir dans la cuisine, on sortit la table devant la porte.
Les 4 douzaines de douillons, dorés, appétissants, tiraient les yeux, disposés dans 2 grands plats. Chacun avançait le bras pour prendre le sien, craignant qu'il n'y en eût pas assez, mais il en resta 4. Maître Chicot, la bouche pleine, prononça. « Si nous veillions le paix, ça lui ferait deuil, c'est lui qui les aimait de son vivant. » Un gros paysan jovial déclara. « Il n'en mangera plus à cette heure, chacun son tour. » Cette réflexion, loin d'attrister les invités, sembla les réjouir. C'était leur tour à eux de manger des boules. Madame Chicot, désolée de la dépense, allait sans cesse au cellier chercher du cidre. Les brocs se suivaient et se vidaient coup sur coup. On riait maintenant, on parlait fort, on commençait à crier comme on crie dans les repas. Tout à coup, une vieille paysanne qui était restée près du moribond, retenue par une peur avide de cette chose qui lui arriverait bientôt à elle-même, apparut à la fenêtre et cria d'une voix aiguë. « Il a passé! Il a passé !» Chacun se tut. Les femmes se levèrent vivement pour aller voir. Il était mort, en effet. Il avait cessé de râler. Les hommes se regardaient, baissaient les yeux, mal à leur aise. On n'avait pas fini de mâcher les boules. Il avait mal choisi son moment, ce gredin-là. Les Chicots, maintenant, ne pleuraient plus. C'était fini. Ils étaient tranquilles. Ils répétaient « Savions bien que ça ne pouvait point durer. Si seulement il avait pu se décider cette nuit, ça n'aurait point fait tout ce dérangement. » N'importe, c'était fini. On l'enterrerait lundi, voilà tout, et on remangerait des douillons pour l'occasion. Les invités s'en allèrent, en causant de la chose, contents tout de même d'avoir vu ça, et aussi d'avoir cassé une croûte. Et quand l'homme et la femme furent demeurés tout seuls, face à face, elle dit, la figure contractée par l'angoisse, « Faudra tout de même recuire 4 douzaines de boules, si seulement il avait pu se décider cette nuit. » Et le mari, plus résigné, répondit, « Ça ne serait pas à refaire tous les jours. » Un lâche. On l'appelait dans le monde le beau Signol. Il se nommait le vicomte Gontran-Joseph de Signol. Orphelin et maître d'une fortune suffisante, il faisait figure, comme on dit. Il avait de la tournure et de l'allure, assez de paroles pour faire croire à de l'esprit, une certaine grâce naturelle, un air de noblesse et de fierté, la moustache brave et l'œil doux, ce qui plaît aux femmes. Il était demandé dans les salons, recherché par les valseuses, et il inspirait aux hommes cette inimitié souriante qu'on a pour les gens de figure énergique. On lui avait soupçonné quelques amours capables de donner fort bonne opinion d'un garçon. Il vivait heureux, tranquille, dans le bien-être moral le plus complet. On savait qu'il tirait bien l'épée, et mieux encore le pistolet. « Quand je me battrais, disait-il, je choisirais le pistolet. Avec cette arme, je suis sûr de tuer mon homme. » Or, un soir, comme il avait accompagné au théâtre 2 jeunes femmes de ses amis, escortées d'ailleurs de leurs époux, il leur offrit, après le spectacle, de prendre une glace chez Tortoni. Ils étaient entrés depuis quelques minutes quand il s'aperçut qu'un monsieur assis à une table voisine regardait avec obstination une de ses voisines. Elle semblait gênée, inquiète, baissait la tête. Enfin, elle dit à son mari « Voici un homme qui me dévisage. Moi, je ne le connais pas. Le connais-tu » Le mari, qui n'avait rien vu, leva les yeux mais déclara « Non, pas du tout. » La jeune femme reprit, moitié souriante, moitié fâchée. « C'est fort gênant. Cet individu me gâte ma glace. » Le mari haussa les épaules. « Baste, n'y fais pas attention. S'il fallait s'occuper de tous les insolents qu'on rencontre, on n'en finirait pas. » Mais le vicomte s'était levé brusquement. Il ne pouvait admettre que cet individu gâtait une glace qu'il avait offerte. C'était à lui que l'injure s'adressait, puisque c'était par lui et pour lui que ses amis étaient entrés dans ce café. L'affaire, donc, ne regardait que lui. Il s'avança vers l'homme et lui dit « Vous avez, monsieur, une manière de regarder ces dames que je ne puis tolérer. Je vous prie de vouloir bien cesser cette insistance. » L'autre répliqua « Vous allez me ficher la paix, vous ?» Le vicomte déclara, les dents serrées. « Prenez garde, monsieur.
Vous allez me forcer à passer la mesure. Le monsieur ne répondit qu'un mot ordurier qui sonna d'un bout à l'autre du café, et fit, comme par l'effet d'un ressort, accomplir à chaque consommateur un mouvement brusque. Tous ceux qui tournaient le dos se retournèrent, tous les autres levèrent la tête, 3 garçons pivotèrent sur leurs talons comme des toupies, les 2 dames du comptoir eurent un sursaut, puis une conversion du torse entier, comme si elles eussent été 2 automates obéissant à la même manivelle. Un grand silence s'était fait, puis tout à coup, un bruit sec claqua dans l'air. Le vicomte avait giflé son adversaire. Tout le monde se leva pour s'interposer, des cartes furent échangées. Quand le vicomte fut rentré chez lui, il marcha pendant quelques minutes à grands pas vifs à travers sa chambre. Il était trop agité pour réfléchir à rien. Une seule idée planait sur son esprit. Un duel, sans que cette idée éveillât encore en lui une émotion quelconque. Il avait fait ce qu'il devait faire. Il s'était montré ce qu'il devait être. On en parlerait, on l'approuverait, on le féliciterait. Il répétait à voix haute, parlant comme on parle dans les grands troubles de pensée. Quelle brute que cet homme! Puis il s'assit, et il se mit à réfléchir. Il lui fallait, dès le matin, trouver des témoins. Qui choisirait-il? Il cherchait les gens les plus posés et les plus célèbres de sa connaissance. Il prit enfin le marquis de la Tour-Noire et le colonel Bourdin, un grand seigneur et un soldat, c'était fort bien. Leur nom porterait dans les journaux. Il s'aperçut qu'il avait soif, et il but, coup sur coup, 3 verres d'eau. Puis il se remit à marcher. Il se sentait plein d'énergie. En se montrant crâne résolu à tout, et en exigeant des conditions rigoureuses, dangereuses, en réclamant un duel sérieux, très sérieux, terrible, son adversaire reculerait probablement et ferait des excuses. Il reprit la carte qu'il avait tirée de sa poche et jetée sur sa table, et il la relut comme il l'avait déjà lue, au café, d'un coup d'œil et dans le fiacre, à la lueur de chaque bec de gaz en revenant. Georges Lamille, 51 rue Moncey, rien de plus. Il examinait ces lettres assemblées qui lui semblaient mystérieuses, pleines de sens confus. Georges Lamille? Qui était cet homme? Que faisait-il? Pourquoi avait-il regardé cette femme d'une pareille façon? N'était-ce pas révoltant qu'un étranger, un inconnu, vînt troubler ainsi votre vie tout d'un coup, parce qu'il lui avait plu de fixer insolemment les yeux sur une femme? Et le vicomte répéta, encore une fois, à haute voix, « Quelle brute !» Puis il demeura immobile, debout, songeant, le regard toujours planté sur la carte. Une colère s'éveillait en lui contre ce morceau de papier, une colère haineuse, où se mêlait un étrange sentiment de malaise. C'était stupide, cette histoire-là. Il prit un canif ouvert sous sa main et le piqua au milieu du nom imprimé, comme s'il eût poignardé quelqu'un. Donc, il fallait se battre. Choisirait-il l'épée ou le pistolet, car il se considérait bien comme l'insulté. Avec l'épée, il risquait moins, mais avec le pistolet, il avait chance de faire reculer son adversaire. Il est bien rare qu'un duel à l'épée soit mortel, une prudence réciproque empêchant les combattants de se tenir en garde assez près l'un de l'autre pour qu'une pointe entre profondément. Avec le pistolet, il risquait sa vie sérieusement, mais il pouvait aussi se tirer d'affaire avec tous les honneurs de la situation et sans arriver à une rencontre. Il prononça. Il faut être ferme. Il aura peur. Le son de sa voix le fit tressaillir, et il regarda autour de lui. Il se sentait fort nerveux. Il but encore un verre d'eau, puis commença à se dévêtir pour se coucher. Dès qu'il fut au lit, il souffla sa lumière et ferma les yeux. Il pensait. J'ai toute la journée de demain pour m'occuper de mes affaires. Dormons d'abord, afin d'être calme. Il avait très chaud dans ses draps, mais il ne pouvait parvenir à s'assoupir. Il se tournait et se retournait, demeurait 5 minutes sur le dos, puis se plaçait sur le côté gauche, puis se roulait sur le côté droit. Il avait encore soif. Il se releva pour boire, puis une inquiétude le saisit. Est-ce que j'aurais peur? Pourquoi son cœur se mettait-il à battre follement à chaque bruit connu de sa chambre? Quand la pendule allait sonner, le petit grincement du ressort qui se dresse lui faisait faire un sursaut. Et il lui fallait ouvrir la bouche pour respirer ensuite pendant quelques secondes, tant il demeurait oppressé.
Il se mit à raisonner avec lui-même sur la possibilité de cette chose. Aurais-je peur ? Non, certes. Il n'aurait pas peur, puisqu'il était résolu à aller jusqu'au bout, puisqu'il avait cette volonté bien arrêtée de se battre, de ne pas trembler. Mais il se sentait si profondément troublé qu'il se demanda : peut-on avoir peur, malgré soi ? Et ce doute l'envahit. Cette inquiétude, cette épouvante, si une force plus puissante que sa volonté, dominatrice, irrésistible, le domptait, qu'arriverait-il ? Oui, que pouvait-il arriver ? Certes, il irait sur le terrain puisqu'il voulait y aller, mais s'il tremblait ? Mais s'il perdait connaissance ? Et il songea à sa situation, à ses réputations, à son nom. Et un singulier besoin le prit tout à coup de se relever pour se regarder dans la glace. Il ralluma sa bougie. Quand il aperçut son visage reflété dans le verre poli, il se reconnut à peine. Et il lui sembla qu'il ne s'était jamais vu. Ses yeux lui parurent énormes. Et il était pâle, certes. Il était pâle. Très pâle. Il restait debout en face du miroir. Il tira la langue, comme pour constater l'état de sa santé. Et tout d'un coup, cette pensée entra en lui à la façon d'une balle. Après-demain, à cette heure-ci, je serai peut-être mort. Et son cœur se remit à battre furieusement. Après-demain, à cette heure-ci, je serai peut-être mort. Cette personne en face de moi, ce moi que je vois dans cette glace ne sera plus. Comment ? Me voici. Je me regarde, je me sens vivre, et dans 24 heures, je serai couché dans ce lit, mort, les yeux fermés, froid, inanimé, disparu. Il se retourna vers la couche, et il se vit distinctement étendu sur le dos dans ces mêmes draps qu'il venait de quitter. Il avait ce visage creux qu'ont les morts, et cette mollesse des mains qui ne remueront plus. Alors il eut peur de son lit, et pour ne plus le regarder, il passa dans son fumoir. Il prit machinalement un cigare, l'alluma et se remit à marcher. Il avait froid. Il alla vers la sonnette pour réveiller son valet de chambre, mais il s'arrêta, la main levée vers le cordon. Cet homme va s'apercevoir que j'ai peur. Et il ne sonna pas. Il fit du feu. Ses mains tremblaient un peu, d'un frémissement nerveux, quand elles touchaient les objets. Sa tête s'égarait, ses pensées troubles devenaient fuyantes, brusques, douloureuses. Une ivresse envahissait son esprit comme s'il eût bu. Et sans cesse, il se demandait : que vais-je faire ? Que vais-je devenir ? Tout son corps vibrait, parcouru de tressaillements saccadés. Il se releva et, s'approchant de la fenêtre, ouvrit les rideaux. Le jour venait, un jour d'été. Le ciel rose faisait rose la ville, les toits et les murs. Une grande tombée de lumière tendue, pareille à une caresse du soleil levant, enveloppait le monde réveillé. Et avec cette lueur, un espoir gai, rapide, brutal, envahit le cœur du vicomte. Était-il fou de s'être laissé ainsi terrasser par la crainte avant même que rien fût décidé, avant que ses témoins eussent vu ceux de ce Georges Lamil, avant qu'il sût encore s'il allait seulement se battre ? Il fit sa toilette, s'habilla et sortit d'un pas ferme. Il se répétait tout en marchant : il faut que je sois énergique, très énergique. Il faut que je prouve que je n'ai pas peur. Ses voisins, le marquis et le colonel, se mirent à sa disposition, et après lui avoir serré énergiquement les mains, discutèrent les conditions. Le colonel demanda : vous voulez un duel sérieux ? Le vicomte répondit : très sérieux. Le marquis reprit : vous tenez au pistolet ? Oui. Nous laissez-vous libre de régler le reste ? Le vicomte articula d'une voix sèche, saccadée : 20 pas, au commandement, en levant l'arme au lieu de la baisser. Échange de balles, jusqu'à blessure grave. Le colonel déclara d'un ton satisfait : ce sont des conditions excellentes. Vous tirez bien. Toutes les chances sont pour vous. Et ils partirent. Le vicomte rentra chez lui pour les attendre. Son agitation, apaisée un moment, grandissait maintenant de minute en minute. Il se sentait le long des bras, le long des jambes, dans la poitrine, une sorte de frémissement, de vibration continue. Il ne pouvait tenir en place, ni assis, ni debout.
Il n'avait plus dans la bouche une apparence de salive et il faisait à tout instant un mouvement bruyant de la langue comme pour la décoller de son palais. Il voulut déjeuner, mais il ne put manger. Alors l'idée lui vint de boire pour se donner du courage, et il se fit apporter un carafon de rhum dont il avala coup sur coup 6 petits verres. Une chaleur, pareille à une brûlure, l'envahit, suivie aussitôt d'un étourdissement de l'âme. Il pensa « Je tiens le moyen, maintenant, ça va bien. » Mais au bout d'une heure, il avait vidé le carafon, et son état d'agitation redevenait intolérable. Il sentait un besoin fou de se rouler par terre, de crier, de mordre. Le soir tombait. Un coup de timbre lui donna une telle suffocation qu'il n'eut pas la force de se lever pour recevoir ses témoins. Il n'osait même plus leur parler, leur dire bonjour, prononcer un seul mot, de crainte qu'ils ne devinassent tout à l'altération de sa voix. Le colonel prononça. « Tout est réglé, aux conditions que vous avez fixées. Votre adversaire réclamait d'abord les privilèges d'offensé, mais il a cédé presque aussitôt et a tout accepté. Ses témoins sont 2 militaires. » Le vicomte prononça. « Merci. » Le marquis reprit. « Excusez-nous, si nous ne faisons qu'entrer et sortir, mais nous avons encore à nous occuper de 1000 choses. Il faut un bon médecin, puisque le combat ne cessera qu'après blessure grave, et vous savez que les balles ne badinent pas. Il faut désigner l'endroit, à proximité d'une maison pour y porter le blessé, si c'est nécessaire, etc. Enfin, nous en avons encore pour 2 ou 3 heures. » Le vicomte articula une seconde fois. « Merci. » Le colonel demanda. « Vous allez bien ? Vous êtes calme ? » « Oui, très calme, merci. » Les 2 hommes se retirèrent. Quand il se sentit seul de nouveau, il lui sembla qu'il devenait fou. Son domestique ayant allumé les lampes, il s'assit devant sa table pour écrire des lettres. Après avoir tracé au haut d'une page « Ceci est mon testament », il se releva d'une secousse et s'éloigna, se sentant incapable d'unir 2 idées, de prendre une décision, de décider quoi que ce fût. Ainsi, il allait se battre. Il ne pouvait plus éviter cela. Que se passait-il donc en lui ? Il voulait se battre, il avait cette intention et cette résolution fermement arrêtée, et il sentait bien, malgré tout l'effort de son esprit et toute la tension de sa volonté, qu'il ne pourrait même conserver la force nécessaire pour aller jusqu'au lieu de la rencontre. Il cherchait à se figurer le combat, son attitude à lui, et la tenue de son adversaire. De temps en temps, ses dents s'entrechoquaient dans sa bouche avec un petit bruit sec. Il voulut lire et prit le code du duel de Châteauvillard. Puis il se demanda. Mon adversaire a-t-il fréquenté les tirs ? Est-il connu ? Est-il classé ? Comment le savoir ? Il se souvint d'un livre du baron de Vaux sur les tireurs au pistolet, et il le parcourut d'un bout à l'autre. Georges Lamille n'y était pas nommé. Mais cependant, si cet homme n'était pas un tireur, il n'aurait pas accepté immédiatement cette arme dangereuse et ces conditions mortelles. Il ouvrit, en passant, une boîte de gastine rainette, posée sur un guéridon, et prit un des pistolets. Puis il se plaça comme pour tirer et leva le bras. Mais il tremblait des pieds à la tête, et le canon remuait dans tous les sens. Alors il se dit « C'est impossible. Je ne puis me battre ainsi. » Il regardait au bout du canon ce petit trou noir et profond qui crache la mort. Il songeait au déshonneur, au chuchotement dans les cercles, au rire dans les salons, au mépris des femmes, aux allusions des journaux, aux insultes que lui jetteraient les lâches. Il regardait toujours l'arme, et levant le chien, il vit soudain une amorce briller dessous, comme une petite flamme rouge. Le pistolet était demeuré chargé, par hasard, par oubli, et il éprouva de cela une joie confuse, inexplicable. S'il n'avait pas devant l'autre la tenue noble et calme qu'il faut, il serait perdu à tout jamais. Il serait taché, marqué d'un signe d'infamie, chassé du monde. Et cette tenue calme et crâne, il ne l'aurait pas, il le savait, il le sentait. Pourtant il était brave puisqu'il voulait se battre, il était brave puisque... La pensée qui l'effleura ne s'acheva même pas dans son esprit. Mais, ouvrant la bouche toute grande, il s'enfonça brusquement, jusqu'au fond de la gorge, le canon de son pistolet, et il appuya sur la gâchette. Quand son valet de chambre accourut, attiré par la détonation, il le trouva mort sur le dos.
Un jet de sang avait éclaboussé le papier blanc sur la table et faisait une grande tache rouge au-dessous de ces 4 mots. Ceci est mon testament. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et à ce deuxième vlog lecture sur les contes du jour et de la nuit de Maupassant. On a lu 4 contes et pour ceux qui veulent le savoir, on est à 46%. Les 2 prochaines fois pour finir ces contes du jour et de la nuit, je lirai 6 contes parce qu'ils vont être plus courts et je crois que c'est la fois prochaine qui sera un petit peu plus longue en termes de lecture et la dernière à peu près pareil que d'habitude. Et ce qui fait qu'on aura fini dans 15 jours les contes du jour et de la nuit et qu'on pourra enchaîner sur Le Horla, qui est un autre recueil de nouvelles. Ou de contes, selon ce qu'on dit. Donc, on a lu. Alors, la parure, ça m'a fait penser un petit peu à Madame Bovary de Flaubert. Sachant que ça, c'est de 1885, et Madame Bovary en 1857. Je trouve qu'il y a quelques éléments qui se retrouvent, sachant que Maupassant, c'était un proche de Flaubert. Flaubert, c'est un ami de la famille, en fait, depuis toujours, et Flaubert l'a un peu pris sous son aile. J'ai pas lu l'ensemble de la biographie de Maupassant qui est présente sur Wikipédia. C'est la bagarre. Vous avez vu, il y a la bagarre en arrière-plan là. Je sais qu'il est proche de Flaubert et Maupassant, c'est quelqu'un qui a vécu qui est mort jeune parce qu'il était malade. Il avait la syphilis, ce qu'on verra dans Le Horla, qui est une publication plus tardive. Et je trouve donc qu'il y avait quelque chose comme Madame Bovary. Il y avait des inspirations. Ce qui ne veut pas dire que c'est du copier ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a des trucs qui se ressemblent. Pour ceux qui connaissent pas Madame Bovary, bon, je sais que j'ai une amie qui aime pas du tout ce bouquin. Moi, je l'ai entendu en livre audio, lu par Thiboudou Boudou, il y a peut-être 2-3 ans maintenant, et j'ai vraiment aimé. C'est un roman que j'ai vraiment aimé. Emma Bovary, c'est une jeune femme qui vient d'une petite ville, qui épouse un médecin et qui va aller dans une plus grande ville normande, je sais plus exactement où. Sachant que c'est une jeune femme qui a été biberonnée au roman d'amour et qui souhaiterait en fait vivre ça, sauf que son mari, il est tout ce qu'il y a de plus raisonnable et gentil, et par conséquent un petit peu chiant. Mais Monsieur Bovary, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne sais plus son prénom. Et ce qui fait que Madame Bovary, très rapidement, elle s'ennuie dans son couple et elle aimerait sortir plus, elle aimerait faire plus de bals, plus de rencontres, mais elle est dans une petite ville, elle fréquente un milieu petit bourgeois, et elle aimerait être un peu parmi les notables, sachant que son mari, il est médecin. Mais c'est un mari qui a peu d'ambition, qui vit selon ses moyens et qui se satisfait si on lui paye un poulet parce qu'il a été soigner un enfant. Et sauf que c'est pas avec un poulet qu'on va mettre de l'argent de côté. Et Madame Bovary, Emma, elle aimerait. Elle aimerait être plus jolie, être plus jolie, être habillée mieux, elle aimerait avoir des bijoux, elle aimerait avoir des beaux meubles, etc. Elle aimerait paraître un peu. Elle aimerait s'élever socialement et elle aimerait vivre un grand amour comme il y a dans les romans. Et donc son mari, il va pas la satisfaire. Ce qui fait que là, je vais vous spoiler quelques éléments de Madame Bovary de Flaubert. Elle va tomber amoureuse, il va y avoir un premier amant, il va y avoir un deuxième amant, elle va refaire une liaison après avec l'un des deux. Tout évidemment dans le dos de Monsieur Bovary qui va se rendre compte de rien. Entre-temps, elle a eu une petite fille et elle commence à... je crois qu'il y a une espèce de frénésie d'achat qui est liée peut-être à une de ses liaisons. Et en fait, elle tombe sur des cons, hein. J'ai le souvenir que le premier amant, il était quand même était pas très sympa. Le second, je me souviens plus exactement, mais ils étaient retournés ensemble. Il y avait un petit écart d'âge. Elle avait genre une trentaine et lui une vingtaine, un truc comme ça.
Et bref, c'est une nana qui vit beaucoup dans les rêves et qui aimerait avoir une belle maison, mais sauf qu'ils n'ont pas forcément les moyens adéquats, et ce qui fait que comme elle a déjà été malade et que ça a été grave, son mari il veut faire tout pour elle, tous ses caprices, donc il va se mettre à emprunter de l'argent à droite à gauche, et notamment, si je me plante pas, au pharmacien qui est un espèce de monsieur je sais tout, grande gueule, qui a de l'influence sur le médecin, qui est quand même plutôt naïf, et ce qui fait que, bah évidemment, ça va être des bêtises. Ça finit pas très bien. Mais ça finit fort logiquement par rapport au développement des personnages. Et moi, c'est un bouquin que j'ai aimé, franchement. On voit ce petit couple en fait se casser la figure, mais c'est un livre que j'ai aimé. Emma Bovary peut vous sortir par les yeux parce qu'elle a un côté très capricieux, très romanesque, très rêveuse et tout ça. Elle a pas du tout les pieds sur terre et elle peut faire un petit peu idiote en fait sur les bords, trop naïve en fait, mais moi je l'ai trouvée attachante. Donc Emma Bovary, je sais que des gens peuvent avoir du mal avec elle parce qu'elle est, elle a un côté très naïf, trop, et je crois qu'elle s'est bien fait rouler aussi par un de ses amants, et l'autre il s'en foutait un petit peu. Bref, c'est quand même un livre qui est pas forcément, qui est un peu triste, pas mal triste. C'est un livre qui est contrebalancé aussi, cette tristesse est contrebalancée par un espèce d'humour, mais vraiment, moi j'ai trouvé très drôle. Le personnage du pharmacien, il va vous sortir par les yeux aussi, mais il est très drôle parce que euh, c'est... Enfin, il est vraiment en décalage. Ce qu'il peut dire, c'est vraiment en décalage par rapport à ce qui se produit autour de lui, du genre à assister à l'agonie de quelqu'un, la véritable agonie de quelqu'un, et parler avec ses proches un petit peu de ce qu'il compte manger le soir, quoi. Ce genre de décalage. Et donc, la parure, ça m'a fait penser à ça. Je vous avouerai que moi, j'ai deviné assez rapidement que la jeune femme, là, qui est un peu... Qui aimerait être plus riche, qui aimerait plus se montrer, être admirée, etc., qui ne se contente pas de son mari qui a l'air très gentil. Je lui jette pas la pierre non plus, mais après, elle est dans des choses, dans des rêves, des souhaits que moi je ne partage pas, enfin, moi je m'en fiche en fait. Donc, ce qui fait que je suis pas forcément en empathie avec elle par rapport à ça. Mais je comprends qu'on puisse vouloir être plus jolie, vouloir être admirée, porter des belles robes, porter des beaux bijoux, sortir et compagnie. Je comprends. Et j'ai compris par contre assez rapidement que la fameuse rivière de diamants, c'était pas des diamants. Parce que je pense que si on a une rivière de diamants, on va pas la prêter à une copine qui est un peu pauvre. Bon, ça avait pas l'air d'être de la grande pauvreté non plus, ils ont quand même une bonne, mais je sais pas moi, enfin, je vais prêter mes bijoux fantaisie, j'ai pas de rivière de diamants, hein, mais je vais pas forcément prêter quelque chose qui est très coûteux. En même temps, j'ai pas quelque chose de très coûteux, mais je serais pas dans cette démarche en fait, de prêter quelque chose de très coûteux. À mon avis, quelque chose de très coûteux, ça serait dans un coffre. Je sais pas. Mais enfin bref, j'ai compris assez rapidement enfin j'avais deviné que ça serait pas, que la rivière de diamants ne serait pas une rivière de diamants. Et bah, quelque part, ils auraient communiqué plus facilement avec cette dame-là. Et ben ils seraient pas payés 10 ans 10 ans de remboursement d'une dette qu'ils n'avaient pas. Sachant que la dame a dit quand même que ça coûtait 500 francs. Le gars, il avait 18 000 de côté. Bon, ça fait quand même une belle somme. J'ai l'impression que ça fait plus ou moins un mois de salaire, quoi, un truc comme ça. Parce que vous souvenez-vous, la robe, la jolie robe, c'était 400 francs. Donc 500 francs, c'est un peu plus. Moi, j'ai l'impression que c'est à peu près un mois de salaire. Donc je pense que on peut avouer le fait que bah, j'ai fait une grosse boulette, le truc que tu m'as payé, que tu m'as prêté, je l'ai perdu, je vais te rembourser, ça coûtait combien? Quitte à demander justement, bah, je te rembourse pas tout de suite, à la limite, je te rembourse sous 3-4 mois, mais ils auraient été moins honteux, ils auraient été plus honnêtes, je pense qu'ils se seraient épargnés plein de choses.
Par contre, j'ai trouvé le conte très intéressant là-dessus, sur le fait qu'il y a quand même un certain honneur. Il y a le fait de vouloir rembourser déjà, c'est très bien, quoi. Ce sont des gens qui sont très bien. De vouloir rembourser quelque chose qui leur a été confié, qui a été perdu. C'est une boulette, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Euh, c'est c'est des gens qui sont bien. Mais ils auraient mieux communiqué. Voilà. Donc j'ai trouvé ça assez... quelque part un peu triste. Tiens, un peu doux, amer. Je trouve qu'il est efficace aussi dans ses conclusions. Enfin, dans ses conclusions, dans ses fins de compte. Je continue à les appeler des contes parce qu'il est le recueil, c'est les contes du jour et de la nuit, mais je trouve que c'est plutôt, on est vraiment vraiment sur des nouvelles. Hein. Et je l'ai trouvé intéressante la parure. J'ai passé beaucoup trop de temps dessus. On avait quoi ensuite? On avait le bonheur. Le bonheur, c'était, je l'ai trouvé intéressant aussi. Le fait justement que tous des gens qui se connaissent là, qui sont en train de parler de l'amour, du bonheur et tout ça, qu'est-ce que c'est, en train de regarder le coucher du soleil, le gars qui raconte son anecdote sur une, je trouve que le portrait de la Corse, il est quand même assez costaud. Il est très jugeant, je trouve, le portrait de la Corse. Mais comme le portrait de, il y avait encore avant, la semaine passée, il y avait eu des portraits de paysans. C'était quoi? Ça devait être l'aveu. La jeune paysanne qui était enceinte du cocher. C'était des portraits de paysans normands. Je l'ai trouvé rude aussi. Après, j'ai l'impression que j'ai lu rapidement la bio de Maupassant, mais j'ai pas fini. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fréquentait assez facilement autant la petite bourgeoisie, la petite noblesse. C'est Guy de Maupassant, hein. Il y a eu un petit achat de particules. Mais c'est un gars qui parlait le patois aussi. Donc c'est un gars qui devait fréquenter également des paysans, des gens qui n'étaient pas de sa condition. Donc j'ai trouvé le portrait de la Corse assez rude et pas très amélioratif comme on dit, parce qu'il présente quand même un genre d'arrière-pays arriéré, des gens qui vivent dans la misère, il n'y a pas de route, enfin le climat, enfin les paysages, tout ça c'est rugueux, donc je trouvais que le portrait n'était pas forcément flatteur. Mais par contre, j'ai trouvé l'espèce de... Il y a une des conclusions, en fait, une des fins de cette nouvelle qui dit, bah, le bonheur, c'est ça, c'est une jeune femme de bonne famille qui est tombée amoureuse d'un soldat qui l'a suivi et qui s'est contentée, en fait. C'est même pas ce qui s'est contenté de ce qu'il donnait. C'est que être juste avec lui, ça la satisfaisait, sans doute plus que de ne pas être avec lui. Et j'ai trouvé cette conclusion assez intéressante. Le point de vue de la personne qui relatait cette histoire-là, alors que de l'autre côté, on a la femme et le monsieur qui disaient que oui, en gros, c'est une idiote parce que elle s'est pas contentée de c'est égal, elle avait un idéal trop facile, des besoins trop primitifs et des exigences trop simples. Ce ne pouvait être qu'une sotte, pardon. Et quelqu'un qui dit qu'importe, elle fut heureuse. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours un truc un peu misogyne avec les femmes chez Maupassant, où on a déjà eu une femme qui était quelque part vénale, là, qui voulait de plus belles robes, de plus belles tenues, de plus belles parures, etc. Et j'ai l'impression que les femmes ont un peu cette place-là, ce rôle. Ensuite, on avait le vieux. Donc le vieux, c'est le vieux qui n'en finit pas de décéder, alors que les paysans, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette nouvelle, c'est l'espèce d'opposition qu'il y a entre quelque chose d'inéluctable comme une mort, mais quelque part, on peut tous en témoigner, je pense, les morts, ça tombe jamais bien. Bah oui. Ça tombe jamais bien parce qu'on peut prévoir des choses pour savoir à peu près quand ça va se passer et puis commencer à préparer certaines choses, genre les funérailles. Mais
Mais bah, ça tombe jamais bien et il y a le côté aussi où il y a les impondérables de la vie, à savoir, là, ils sont rythmés par rapport à j'ai pas très bien compris ce que c'était, ce qu'ils attendaient, mais il y a sûrement de la semence ou de la moisson, derrière ça et ce qui fait qu'ils peuvent pas louper le coche, en fait. Par rapport à ces choses qui rythment leur vie de paysans, à savoir, semer ou moissonner ou des choses comme ça. Et donc quelque part, ben, je comprends le côté un peu, bah, le vieux, ça serait bien que, là, il en finit pas de mourir et d'un autre côté, ça se fait vachement pas, en fait, de penser ça, mais on le fait. Quand je dis je me mets dedans aussi et c'est pas c'est porter un regard un petit peu toujours doux amer, je trouve, sur des fins de vie et comment, en fait, comment les gens les vivent différemment et comment, c'est bizarre. Il y avait des petits trucs d'humour noir, des petites touches d'humour noir aussi, avec la vieille femme qui assiste à l'agonie de vraiment l'agonie, ça dure des heures, hein, les agonies, qui assiste aux derniers instants du vieux parce que elle est âgée, donc elle ne va pas tarder aussi à c'est la prochaine sur la liste quelque part, mais ouais, il y a un côté un petit peu cruel, je trouve, dans les contes de Maupassant. Mais je le trouvais bien aussi, ma foi. Et c'est pas évident. Le patois, je pense que je l'ai bien causé, là. Ensuite, on avait un lâche. Celui-là, je l'ai trouvé intéressant. Maupassant, c'est quelqu'un qui faisait partie de la petite bourgeoisie et qui était plutôt d'un milieu plutôt aisé. Bon, pas foufou non plus, mais qui avait l'air de faire partie d'un milieu plutôt aisé. Et là, ce qu'il raconte en fait, c'est comment un noble peut percevoir l'honneur. Mais en fait, il s'est monté le bourrichon, le gars, le vicomte là. Il y a un regard qui était trop insistant, on ne sait pas pourquoi. C'était juste ça en fait, on ne sait pas et on ne saura pas pourquoi cet homme regardait un peu fixement cette femme. Peut-être qu'il regardait juste la glace. Peut-être que c'était juste une jolie nana qui prenait plaisir à manger un truc et qui la regardait avec un peu d'insistance. Ce qui fait que je pense que cet homme qui regardait cette femme, en fait, on n'en sait pas, hein. C'est peut-être un regard très insistant, peut-être qu'il n'a pas fait gaffe qu'il était si insistant, peut-être que c'était pas forcément un méchant, peut-être qu'il est. On sait pas. On a rien. On n'a rien de plus. Et quelque part, en fait, que le vicomte vienne un peu dire ouais, tu te calmes un petit peu parce que là, la dame, elle est gênée. Je comprends bien le côté de quoi je me mêle. Parce que ce soit le mari qui aille dire au gars arrête de regarder ma femme, ça la saoule, quoi. Oui, mais là, c'est quelqu'un qui n'est même pas, qui ne connaît pas ce couple-là, qui vient intervenir sur un comportement et dire ce que tu fais, c'est pas bien. Quelque part, on ne sait pas si c'est une situation de danger ou pas. Mais s'il y avait une vraie situation de danger, évidemment, quand vous voyez quelque chose de dangereux autour de vous, ne restez pas juste regarder, si c'est pas trop dangereux. Mais enfin, on faut pas se mettre en danger non plus. Mais quelque part, je comprends que ce gars-là ait un peu envoyé bouler le vicomte parce qu'un peu, bah, de quoi je me mêle. Peut-être que c'est quelqu'un qu'elle connaissait, qu'elle avait pas reconnu. On sait pas. C'est peut-être un voisin, j'en sais rien. Et j'ai trouvé intéressante cette espèce de montée de l'angoisse qui va où en fait l'angoisse elle devient tellement grande que bah, qu'en fait la meilleure façon de l'enlever c'est d'en finir direct, comme ça il sait, quelque part il sait. Il savait pas s'il allait mourir ou pas dans les 24 heures. Bah là, du coup, c'est résolu. Je comprends la philosophie. Je comprends le chemin de pensée du gars qui pète de trouille et qui en fait a son honneur à défendre. Et d'un autre côté, je me dis, mais guignol quoi. Redescends un petit peu.
C'était particulier, mais je trouve il a dressé un portrait de noble qui défend son honneur avec férocité quelque part, qui était vachement intéressant. Où je me dis quand même à la fin, c'est dommage quoi, la fin. Donc je pense que il a fait son job. Il a très bien fait son job, mot passant. Je vais m'arrêter là parce que j'ai fait le tour. On se retrouve. Alors mercredi prochain, je sais plus ce que je fais comme. Je tourne en avance, donc je sais plus exactement ce que je fais. Peut-être ces livres que je ne relirai pas et dont je me suis débarrassée. On se retrouve demain pour ceux qui souhaitent pour la suite des naufragés de l'Elseneur de Jack London. Où là, on rentre dans du sombre. Et puis bon bah comme d'hab, à bientôt tout ça. Lisez tout plein, rêvez tout grand et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces contes du jour et de la nuit, de ces quelques contes. Passez un très bon week-end, à tout bientôt, salut!